Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Avec nous sur le plateau, Rivo Malala Rakoto-Ndravelo, secrétaire départemental du SNUPP FSU. Bonsoir Rivo. Bonsoir. Alors la grève générale a eu lieu ce mardi, un mouvement qui a fait descendre dans la rue plusieurs centaines de Mahorais, mais qui n'aurait finalement duré qu'une journée, du moins jusqu'à mardi prochain, date d'arrivée à Mayotte de la ministre des Outre-mer. On en parle tout à l'heure avec vous. Avec nous également Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina et bonsoir à tous. Alors ça y est, la saison des pluies a commencé, mais avec une pluviométrie plutôt faible. On parle même de manque d'eau et de réserve à sec. Les précisions avec vous tout à l'heure, mais d'abord voici les titres de ce mercredi 4 novembre. Ce matin, une quarantaine de femmes venues de toute l'île ont manifesté devant la préfecture de Mayotte. Elles dénoncent l'immigration clandestine et l'inaction de l'État face à une situation devenue invivable. Les explications dans votre journal. Le lac Kariani est à sec, tandis que les retenues collinaires se tarissent peu à peu. Si l'on y ajoute des nappes souterraines qui peinent à se remplir, la situation semble inquiétante alors même que la saison des pluies tarde à s'installer. La précarité touche près de 80% de la population du département, mais loin de faire des différences, celle-ci frappe à tous les coins de rue, que l'on soit mahorais, étranger ou métropolitain. Rencontre avec une nouvelle victime qui vient tout juste d'arriver sur le territoire. Ce matin, une quarantaine de femmes, dont les femmes leaders, se sont présentées devant la préfecture de Mayotte. Elles sont venues pour manifester leur indignation face à la problématique de l'immigration clandestine. Elles dénoncent l'inaction de l'État et crient leur ras-le-bol face aux étrangers. Au lendemain de la grève générale, la préfecture voit une nouvelle fois frapper à sa porte. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Fred Souleymana. Ces femmes sont venues de toute l'île pour exprimer leur colère. Elles s'insurgent contre l'immigration clandestine qui n'en finit plus de poser problème et demandent aujourd'hui des comptes à l'État. Beaucoup de choses ne nous conviennent plus, surtout l'insécurité chez nous, les terrains qu'on voit exploiter, les maisons qui poussent un peu partout aux yeux de tout le monde, surtout à l'État. Nous voulons des explications aujourd'hui parce que quand je construis moi ma maison, tout de suite on m'envoie des CRS de je sais pas quoi pour démolir nos maisons. Mais quand c'est les autres qui construisent dans nos terrains, dans nos parcelles, rien ne bouge, comme si ça leur convient, comme s'ils font exprès de nous envahir. On en a assez. La présidente des femmes leaders monte au créneau et n'est pas la seule à ne plus supporter la situation sur le 101e département. C'est la parole de tous les Mahorais que ces femmes disent vouloir relayer. Wasimana Rajaban Léopeza Factory. Trongotra Buzwa Maore Pierre Vulikiao, Wasri Shaban Slabula Jila Maore. Pia, Mazar Lemewa, Isar Lemewa. Kabusi Tatron Wakiriwa Maore Vanu, Wasir Lemewana Wizir, Lemewana Urabi, Lemana Bubula, Lemewana Ulawa. Na Uzama Bareninu, Pia Walaila Zimu Itole. Karisina, Maglande Stay Mojabanu, Wada Warengwao Kadimu, Raisana Tadoptali, na wao warengwa so wabira na mwendeza mwalibe ho mtini wasimazar lemewa simalavuni sipia empo mazaka karshinda empo zanziro wala wasikarto shinda asilibia mawajani empo. Ces femmes confient ne plus se sentir chez elles à Mayotte. Elles exigent de récupérer leurs terres et que l'État agisse rapidement en ce sens avant que la situation ne dégénère. Magari lemewa na sezuri ya fami rilemewa sika Faransa taona sezuri ya fami pia wasurenga wana wapinge hunu wasikuhamba baba wadio maore hunu wangihe wana nyatu wastilo pirizo na wandenzao hao basi wo hao tsugulia tu wasira hatu vo warenga zanza pia zikomo kasina shanza rikawo hone warinzia risha hatu na wande hao. L'immigration clandestine est un dramatique fléau, dramatique pour la population mahoraise qui l'a subi, dramatique pour ces centaines d'étrangers qui périssent en mer quotidiennement, mais aussi pour ceux qui rejoignent l'île au lagon et qui, une fois l'Eldorado atteint, vivent dans des conditions de misère extrême. Il semble désormais grand temps que tout cela cesse, pour le bien de tous.
Et à noter qu'à la suite du mouvement de ce jour, les femmes leaders ont appelé à la grève le 29 novembre prochain. On continue à parler de grève. Cette fois, je me tourne vers vous, Rivo. On a vu la grève générale de mardi, c'est bien et bien tenu, mais elle a été suspendue, notamment jusqu'à mardi. Pourquoi avoir attendu autant de temps pour une journée de grève ? Je pense que le mouvement n'a pas été suspendu parce que le terme du préavis, c'est un mouvement reconductible. Donc, on l'a reconduit. On n'a pas encore défini quel jour, mais la semaine prochaine par rapport à la venue de la ministre. Donc il ne s'agit pas pour nous d'une suspension, donc il ne faut pas considérer que nous avons obtenu quelque chose de satisfaisant et qu'on attend confirmation. Non, on a reconduit la semaine prochaine pour que la force que nous avons obtenue hier demeure jusqu'à la semaine prochaine. Et effectivement, la ministre, semble-t-il, on va la rencontrer, on va essayer de voir d'entendre des réponses à nos revendications. À défaut, ça reprendra de plus belle pour contraindre à ce que les réponses du gouvernement aillent de pair avec nos revendications, nos attentes. Alors, il y a une rencontre qui s'est tenue, qui a lieu justement avec le préfet. On se disait que c'est peut-être ça qui a provoqué justement votre retrait en attendant la ministre. Que s'est-il dit durant cette rencontre ? Avec le préfet, lui, il a dit qu'il a transmis fidèlement nos revendications et que c'est pas lui qui allait pouvoir répondre, d'autant plus qu'il y a la ministre qui est censée arriver ici, donc il pouvait pas parler. Donc peut-être qu'il veut donner à la ministre la primeur des informations, mais en tout état de cause, il ne nous a pas dit grand-chose et même pas rassurant. Donc, non, avec la préfecture, c'était une réception. C'est une décision qui vous est propre, en fait. Non, c'est stratégiquement, il fallait voir comment on pouvait maintenir la force que nous avons eue hier jusqu'à la semaine prochaine. Est-ce qu'en maintenant le mouvement, on allait garder le même nombre de Vous avez peur de perdre des effectifs ? C'est un mouvement reconductible. Certainement, les jours suivants, il y a des défections. Donc, c'est clair. Par contre, si on avait l'intention de poursuivre, il fallait passer à d'autres façons de faire. Donc, non. Durcir le mouvement ? Ne parlez pas comme ça, mais il y aurait peut-être d'autres façons de faire. Donc, je sais que parallèlement, vous avez en tête, tout le monde avait en tête le spectre de 2011 et on est en 2015, il me semble. Donc, on est passé à autre chose. On a encore une fois démontrer qu'on est des organisations syndicales responsables, c'est ce qu'il faut noter, une volonté de sortir avec des résultats. Et voilà, si cette force-là, le gouvernement n'y tient pas compte, eh ben, il y aura des réactions, il y aura surtout des actions, et il y aura la durée, et peut-être le spectre qui fait peur ou qui fait plaisir à certains, viendra, mais on ne veut pas en arriver là. Et on garde toujours l'espoir que ce que nous a dit au mois de septembre, à la fin du mois de septembre, a évolué entre-temps. Mais si ce n'est pas le cas, malgré les courriers, les mouvements qui ont eu lieu, eh ben, il faudrait certainement passer à d'autres façons de faire. Alors on parle de mardi, l'arrivée de la ministre à Mayotte. Est-ce qu'un rendez-vous a été pris à partir de maintenant ? Les informations que j'ai reçues à l'instant, c'est qu'il y a des mails qui sont envoyés par-ci par-là, mais on n'a pas encore plus de précision. Est-ce que c'est elle en personne ? En tout état de cause, l'intersyndicale souhaite rencontrer la ministre en personne et effectivement l'intersyndicale est uniquement l'intersyndicale qui avait appelé à manifester hier. Ce qui veut dire que l'autre, ceux qui étaient contre ceux cette qui grève, se sont clairement exprimés contre notre mouvement d'hier, eh ben, je pense qu'ils auront le droit de solliciter d'autres rencontres.
Merci beaucoup Rivo. Je rappelle, vous êtes le secrétaire départemental du SNIPP FSU. Et après la sécheresse de 2010, une troisième retenue collinaire devait être construite pour alimenter le nord de l'île. Depuis, rien n'a été fait. Et si les consommations d'eau potable explosent chaque année pour cause de démographie galopante, le retour de la sécheresse n'y est pas étranger. L'hiver austral a été particulièrement rude, tant et si bien que les retenues collinaires sont vides. Le lac Kariani est pour sa part totalement à sec et inquiète les spécialistes. Un sujet signé Pierre Bellucci et Leslie Vimné. La saison des pluies peine à s'installer et la pluie des manguiers se fait attendre. Problème, les deux retenues collinaires sont pour ainsi dire épuisées, tandis que le lac Kariani est à sec. Et tout cela sans compter que les réserves souterraines peinent à se remplir depuis plusieurs années. Il y a trois niveaux en fait à connaître. C'est qu'il y a une première pluie qui arrive, et celle-là elle est absorbée automatiquement par la végétation. Oui. Donc celle-là, elle sert à rien. Si, elle sert quand même à alimenter la végétation. Oui, mais pour régénérer les réserves, elle sert à rien. Ouais. Celle-là, elle n'atteint pas les réserves. La deuxième vague, elle va plutôt imbiber le sol, donc imprégner bien le sol comme il faut. Et la troisième vague, celle-là, va servir à remplir les réserves. D'accord. Donc depuis quelques années, de mon point de vue en tout cas, on n'atteint pas automatiquement la troisième phase, quoi. Si les prévisions de Météo France s'avèrent exactes, le peu de réserves restantes risque de s'épuiser très vite. De son côté, l'explosion démographique implique toujours plus de besoins en eau, tandis que l'activité humaine engendre de graves conséquences. Défrichement le long des cours d'eau, pollution, manque de retenue d'eau, autant de données inquiétantes. Je me suis inquiété d'autant plus que voilà, on le voit sur les images là. Des activités humaines qui sont prohibées au niveau de ces réserves-là sont en place, quoi. Les gens lavent leur voiture, viennent laver leurs fringues. Il y en a même des enfants qui viennent pour s'y baigner. Donc c'est devenu un parc, quoi. Et j'étais effaré par ce que j'ai vu, parce que les conduites d'eau qui vont vers le sud, les gens ont décapsulé les couvercles et font boire leurs animaux dedans. Donc après, ils laissent la couvercle ouverte. Donc n'importe quelle bestiole peut venir s'y installer, quoi. Mayotte connaît un problème de gestion de l'eau intégrée dans une période de raréfaction des pluies. Ce guide touristique qui connaît bien les problématiques se demande donc que font les autorités. Alors, à l'heure actuelle, mais en tout cas dans mes tournées, je n'ai rencontré aucun agent des services concernés, que ce soit l'eau, l'environnement ou tout ce qui est agricole ou autre. C'est-à-dire que les personnes qui ont des comportements à risque sont laissées librement faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, avec l'eau que les gens sont censés boire. Donc on peut agir là-dessus, et moi je suis assez outré de constater qu'il n'y a pas de présence dissuasive de ces agents-là pour juste montrer que voilà, on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe où. L'eau est à la fois une ressource indispensable, mais peut également constituer une menace. En effet, le défrichement le long des cours d'eau et sur les bassins versants entraîne systématiquement une accélération des écoulements superficiels et donc des inondations. Lorsque l'on connaît le relief de l'île et l'emplacement de certaines habitations, il y a de quoi s'inquiéter. Et à noter que l'intégralité de ce temps de parole sera disponible à la fin de cette édition. Avec nous, Pierre Bellucci, pour parler de ce manque d'eau. On a vu des retenues qui sont à sec. Est-ce que les Mahorais doivent s'inquiéter ? Écoutez, pour le moment, non, il n'y a pas matière à s'inquiéter. Oui, il y a matière à s'inquiéter. Maintenant, on ne peut pas être alarmiste non plus. Pour le moment, il y a de l'eau. Alors, effectivement, il y a eu plusieurs coupures, notamment à Ouangani. C'est aussi pour ça que ce sujet vient sur le devant de la scène. Il y a eu plusieurs coupures. Maintenant, on n'est pas dans une pénurie d'eau à Mayotte, mais c'est vrai que la situation est inquiétante. Parce que comme il l'expliquait dans le sujet, le guide touristique, et j'ai eu aussi un spécialiste aujourd'hui, notamment des risques naturels, qui m'expliquait que il y a plusieurs couches pour que ça pénètre et pour que notamment les nappes souterraines soient alimentées en eau. Et pour ça, il y a plusieurs périodes de pluie. La pluie dure 6 mois, mais il y a plusieurs périodes. Il y a la pluie des manguiers que nous n'avons toujours pas. Il faut quand même rappeler qu'actuellement il y a des mangues qui tombent sèches des arbres qui n'ont pas pu se développer par manque de pluie. On attend toujours la pluie, la vraie pluie, en tout cas celle des manguiers. Ensuite il y a plusieurs étapes, et ça fait plusieurs années que malheureusement ces étapes ne sont pas là, et il y a un vrai manque d'eau. Là on le voit dans ces retenues collinaires. Il y en a 2 uniquement à Mayotte. Il devait y en avoir 3. Il y a des risques actuellement.
Alors, que doit-on faire? Est-ce qu'il y a des mesures qui vont être prises? Écoutez, c'est ce qu'on ne sait pas pour l'instant. Est-ce qu'il faut prendre des mesures? Pour l'instant, il n'y a pas de communication là-dessus. Est-ce qu'il faut réduire sa consommation en eau? En eau, pardon. Oui, bien sûr. Il faut toujours tenter de réduire sa consommation. Nous sommes sur une île. Nous n'avons pas des réserves illimitées. Voilà. C'est aussi ça qu'il faut expliquer. C'est que, c'est ce qu'on me disait, il y a des personnes qui gèrent ça. On sait que pour tout ce qui est terrestre, notamment les retenues, c'est la DEAL. Le BRGM s'occupe de tout ce qui est souterrain, Météo France s'occupe de tout ce qui est, il y a plusieurs couches, de tout ce qui vient du ciel. Donc ces personnes-là, est-ce qu'elles ont été face à des pénuries? On ne sait pas. Est-ce qu'elles vivaient sur des îles? En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que il y a un véritable problème qui, pour l'instant, n'est pas gravissime, mais qui pourrait le devenir. Et où ça pourrait le devenir, notamment, c'est sur les risques naturels et les risques de glissement de terrain, parce que on le sait, le problème, c'est le défrichement, notamment. Exactement. On le voit, ça construit un peu partout à Mayotte. Ça construit sur des terrains c'est complètement illégal, et on ne sait pas ce que ça peut donner. Il peut y avoir des inondations, c'est-à-dire que l'eau n'est plus retenue à beaucoup d'endroits, et au fur et à mesure des années, c'est de pire en pire, et ça peut mener vraiment à des catastrophes. Il n'y a pas de politique qui est menée justement pour empêcher ce défrichement à outrance? Écoutez, c'est compliqué puisque Mayotte a besoin de se nourrir, il y a besoin de cultiver, donc on défriche pour créer des grandes exploitations. Malheureusement, à un moment donné, ça risque de poser problème. Avant, lorsqu'il y avait, sur un terrain, il pouvait y avoir des bananiers, des cocotiers, il pouvait y avoir plusieurs types de cultures. Aujourd'hui, on est sur de la culture un peu plus, on se concentre sur une culture, et ça pose véritablement problème parce qu'on doit défricher de grandes zones, on déboise, et forcément, là, au niveau des risques naturels, ils sont réels. Merci beaucoup Pierre pour toutes ces précisions. Et à Mayotte, les caniveaux censés servir à l'évacuation des eaux accueillent souvent des tonnes de détritus en tout genre. En atteste ce caniveau d'évacuation construit il y a 6 mois rue de la Grande Traversée à Kaweni. Il est aujourd'hui envahi de déchets, des déchets qui proviennent des poubelles des restaurants du coin, fouillés tous les jours par des enfants du quartier qui se nourrissent des restes de nourriture. Reportage Shakila Issouf et Fred Souleymana. Assiettes, fourchettes, cuillères en plastique, canettes et d'autres déchets ont pris place dans cette évacuation d'eau. Ce caniveau à ciel ouvert ressemble à une véritable déchetterie. Des déchets qui vont probablement finir dans les mangroves et le lagon. Ce riverain qui fréquente les lieux quotidiennement explique avoir ramassé et brûlé les déchets à plusieurs reprises pour les diminuer. Uswanu wa mama lazwani maavogana majuji ya lovan lazwani waparu wa mama wa hadisie na mnawasole malezi yao manospara ta mwana maha kumimba usumpara mba mwana maha kuma aminane no sumpara mba asivunza nyumba asifanya zahe za mridhi na utamani mama mondo mbilo wa mama sirongo mba utiro mwana hena balole do mwana wahe wabonsono za hatu armeso. Actions de nettoyage ou autres campagnes de sensibilisation sont régulièrement menées pour éviter que les toxines polluent nos rivières, le lagon et la terre. Les risques de maladies sont réels, notamment pour les enfants qui fouillent les poubelles pour trouver de la nourriture. Une situation qui est de plus en plus alarmante pour cet ancien ambassadeur de Mister Mayotte qui souhaite œuvrer pour la protection des mangroves de l'île. Ce qui se passe, c'est que les enfants de Kaweni, ceux qui habitent un peu dans les hauts de Kaweni, ils descendent à Kaweni dans les restaurants pour essayer de récupérer les poubelles et de manger. Donc ils récupèrent les poubelles, ils mettent ça dans les caniveaux. Donc vu qu'ils n'ont rien, tous les jours ils descendent dans les restaurants pour récupérer à manger. Et le reste, ils jettent dans les caniveaux. Et comme vous voyez, les caniveaux, ils sont pleins en 6 mois. Ce restaurateur vit la problématique des déchets au quotidien, mais c'est surtout ses enfants fouillant dans les poubelles qui le touchent profondément. Nous, on travaille, nos employés, et puis à la fin, on met tout. Nos poubelles, on débarrasse tout, on met dans les poubelles à l'extérieur, sur la route. Et puis les enfants, avant le camion, les bouées passent, eux, ils prennent tout et ils jettent partout, par terre, sur la route. Et ça salit partout. Et ça fait 7 ans que je suis là, mais de jour en jour, je vois plus. Avant, c'était pas comme ça. Maintenant, on voit plus la misère. Ils se battent entre eux et des fois, quand on dit les enfants, c'est sale, il faut pas fouiller dans les poubelles. Et puis eux, ils lancent des cailloux.
comme ça, il devient méchant parce que le problème c'est qu'ils ont faim et puis eux aussi quoi, ils doivent vivre. Les déchets qui se trouvent dans cette évacuation d'eau empêchent la bonne circulation des eaux, des détritus qui proviennent des foyers, des passants ou encore des poubelles situées à proximité de cette évacuation d'eau. Ces mêmes poubelles où des enfants rôdent pour subvenir à leurs besoins alimentaires. Et malgré que les associations continuent les actions de nettoyage collectif, le problème continue et s'aggrave. Le 18 octobre dernier, Amdi Amada Jouaou a été élu maire de la commune de Dembéni. Le Conseil d'État avait en effet annulé les élections et le maire sortant, Souaïbou Amada, fait désormais partie de l'opposition. Une opposition composée de 8 élus qui ont tenu par le biais d'une conférence de presse à rappeler leur bilan. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimni. Cet après-midi à Dembéni, Souaïbou Amada ainsi que l'ensemble des conseillers de l'opposition ont tenu une conférence de presse. Le maire sortant a ainsi souhaité annoncer que les 8 élus de l'opposition vont siéger au conseil municipal, expliquant que la politique de la chaise vide est désormais révolue dans la commune. Vous savez que le Conseil d'État a rendu sa décision il y a quelque temps. Les élections ont été remises sur la table. Donc tous les électeurs sont passés aux urnes le 18 octobre. Monsieur Amdi Amada a été élu. Donc aujourd'hui, nous faisons partie de l'opposition. Et comme c'est une première quand même dans la commune de Dembéni, il a été utile pour nous et même nécessaire pour faire comprendre à la population et à tout le monde, et notamment à la population de Dembéni, que ce sera une première dans la commune de Dembéni, que l'opposition va siéger. Parce que pendant plusieurs années, lorsqu'une majorité passait, l'opposition ne venait jamais siéger. Après cette annonce, les membres de l'opposition ont également tenu à présenter le bilan du maire sortant, qui selon eux, a réussi à redresser une commune bien mal en point. Il était nécessaire aussi pour que, dans cette conférence de presse aujourd'hui, que le maire sortant, M. Souaïbou Amada, puisse expliquer comment il a mené sa mandature pendant toute cette période de 2008 à 2014. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, il avait récupéré à l'époque une commune déficitaire avec des factures impayées, avec des travaux qui n'étaient pas terminés. Donc aujourd'hui, avec tout ce qu'il a pu faire pendant sa mandature, il a pu peut-être vous l'expliquer en détail. Nous aurons peut-être d'autres occasions, mais aujourd'hui, la commune de Dembéni n'est plus déficitaire, avec un budget équilibré. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'État a toujours suivi la commune de Dembéni, parce qu'il y a eu une gestion exemplaire de cette commune. Et aujourd'hui, on est honoré. Le nouveau maire prend une commune saine, avec un compte équilibré, avec des projets en cours et financés. Donc on n'aura plus à revenir dessus. Une réunion a eu lieu dimanche entre les conseillers municipaux. À cette occasion, la nouvelle majorité a annoncé la tenue prochaine d'un audit. Pas de quoi effrayer pour autant le maire sortant Souaïbou Amada. La majorité va faire une audit. Mais ils peuvent faire l'audit. Mais la réunion du dimanche dernier, ils nous ont dit qu'ils vont faire une audit. Nous, écoute, c'est leur choix de faire l'audit. Mais nous, on est en train de démontrer ce qu'on a laissé. Maintenant, ils peuvent faire l'audit. Mais moi, ce que je les ai dit, l'audit, ils ne se contentent pas de 7 ans, s'il serait bien de se contenter au moins de 15 dernières années, puisque mon prédécesseur, c'est mon successeur. Au vu des déclarations des uns et des autres, une chose semble pour le moment certaine dans la commune, les prochains conseils municipaux risquent fort d'être animés. Je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce mercredi 4 novembre. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. Depuis plusieurs mois, de vives tensions se ressentent au commissariat de police entre officiers et direction. À ce titre, une intersyndicale a été reçue lundi par le préfet et les syndicats évoquent aujourd'hui une entrevue constructive. Les discussions ont été franches et le préfet aurait reconnu des problèmes de fonctionnement au sein du corps de police. L'affaire de Tsunzouin et des tirs de sommation a été longuement évoquée et intégrée au cercle des problématiques associées. Ainsi, dans une logique proactive, les organisations syndicales ont émis une série de propositions à même, selon eux, de faire reculer la délinquance sur le chef-lieu. Plan de la BAC pour opérations spéciales, sortie sur le terrain au contact 2 fois par semaine pour les personnels en civil, normalement affectés au bureau. Le préfet a visiblement apprécié la démarche. Enfin, et c'est un hasard du calendrier, à l'issue du rendez-vous, 2 nouveaux véhicules ont été présentés, l'un sérigraphie, l'autre banalisé. Ils seront prochainement mis en service au commissariat, venant ainsi en renfort d'un parc vieillissant. Si de nombreuses questions attendent toujours des réponses, l'intersyndicale police estime avoir été entendue.
alors que 2 repreneurs s'étaient positionnés pour récupérer les locaux, les géniteurs et relancer la structure Aquamail sous forme d'une entreprise pour redémarrer la filière. Le liquidateur en avait décidé autrement. Il préférait passer directement par la vente aux enchères, signifiant ainsi le démantèlement pur et simple de l'association. Cependant, tout n'est peut-être pas encore perdu car le liquidateur a quelque peu changé son discours. Il explique avoir confié le dossier à un huissier qui a aujourd'hui la possibilité de choisir une offre, en tout cas la meilleure. Dans cet esprit, Volaille Soleil Mayotte s'est de nouveau positionné pour la reprise et est actuellement dans l'attente d'une décision. Or, un problème demeure en suspens, le renouvellement ou non de l'AOT dont jouissait Aquamail par la préfecture, car sans cette donnée, rien n'est possible. Le sort de l'aquaculture mahoraise pourrait être entièrement lié à cette autorisation qui, sur le papier, ne devrait poser aucun problème eu égard à l'importance du dossier. Le verdict final sera rendu dans quelques jours. À la suite d'une enquête menée par la brigade de sûreté urbaine du commissariat de police de Mamoudzou, plusieurs irrégularités ont été constatées dans la passation en 2013 d'un marché public de la Chambre de commerce et d'industrie de Mayotte pour l'aménagement paysager du marché couvert de Mamoudzou. Voici une partie du message envoyé par le procureur Joël Garrigue en juillet dernier. Depuis, plusieurs personnes ont été mises en cause et le tribunal a rendu son verdict ce matin. 4 protagonistes ont été condamnés dans cette affaire de favoritisme suite à la passation d'un marché public. Ibrahim Ali Maskati, trésorier, a pris 8 mois de prison avec sursis, 4 000 € d'amende et une interdiction d'exercer des fonctions à la Chambre de commerce et de l'industrie pendant 5 ans. Ansoir Abdou, vice-président, est condamné à 8 mois de prison avec sursis et une interdiction d'exercer des fonctions à la CCI pendant 5 ans. Abdoul Karim Bamana, ancien DGA de la CCI, est condamné à 3 000 € d'amende avec sursis et Issouf Hamada, chef d'entreprise, à 6 mois de prison avec sursis, assorti d'une interdiction de répondre au marché public pendant 4 ans. Et enfin, vous n'êtes pas sans le savoir, à Mayotte, les services sociaux proposant des solutions d'hébergement manquent terriblement. Un constat des plus alarmants, sans compter que le centre d'hébergement de Cavani est, lui, fermé pour cause de rénovation. Ainsi, de nombreuses personnes arrivent sur le territoire et se retrouvent dans une situation très précaire. C'est le cas actuellement d'un nouvel arrivant contraint de dormir dehors depuis plusieurs jours. Il est aujourd'hui agressé et refoulé de plusieurs endroits. Il s'est ainsi heurté au manque d'aide sociale à Mayotte. Reportage Shakila Issouf et Leslie Vinet. ACFAV, Tama, Solidarité Mayotte, mairie, conseil départemental, tous disposent d'un service public chargé d'hébergement d'urgence. Seulement à Mayotte, l'action sociale d'hébergement semble encore loin de fonctionner comme dans les autres départements français. Culturellement, les mosquées accueillent parfois des fidèles qui ont besoin d'être hébergés pour la nuit. Seulement hier soir, un Mzungu sans abri s'y est présenté, mais les portes lui sont restées fermées. Oui, madame, lazima les pompiers, les ptali, les catholiques, il y a lazima wasi karto jara mresevon be lazima rumbe wan alale tumkirini tunzuri mtalo kama Islamu ya hunwa usaidiwa wale be mtu ilo bardo waskara kaparo jara buzikara paro para mtu domba aja hunle de vieja handa basa. C'est donc dehors que cet homme a une nouvelle fois passé la nuit. Au matin, alors qu'il prenait son café, 5 jeunes âgés d'à peine 15 ans lui ont arraché son téléphone avant de le bousculer violemment. Il a alors demandé de l'aide à un jeune rencontré la veille, mais sans grand succès. Ana numero important wao wantsao kawaskiri wansiku mhono musharinge telefona chawa swadunguta après wasalaringe mbwa skidzazo tsawapara wachawa. Force est de constater que l'insécurité et le désert social représentent un handicap pour tout nouvel arrivant sur le 101e département. En matière d'accueil, les structures d'hébergement adaptées aux personnes en situation sociale difficile tardent à voir le jour, tandis que la précarité n'épargne plus personne. On lui a volé son téléphone, il y a eu un petit peu de violence, les gens sont partis et cette personne avait besoin d'un peu d'aide et en fait on s'aperçoit que c'est une personne qui est relativement désociabilisée, un Mzungu qui était sur l'île, qui vient d'arriver sur l'île depuis 24 heures et pas de logement, pas d'argent, pas de travail et donc la difficulté c'est d'essayer de lui trouver des structures d'accueil pour pouvoir l'accompagner dans sa démarche de problème. Et on s'aperçoit que, moi je me suis aperçu que c'était extrêmement compliqué, qu'il n'y avait pas de structure d'accueil facile, la seule
que j'ai fini par trouver qui pourrait peut-être le prendre en charge s'appelle Solidarité Mayotte, mais pour l'instant j'ai pas réussi à les joindre parce que les horaires ne devaient pas correspondre. Mais je m'aperçois qu'il manque cruellement de structures qu'on peut appeler dans des cas de figure comme celui-ci. Il est blessé, mais l'hôpital c'est pas suffisamment grave pour que l'hôpital le prenne en charge. Donc en fait, moi je découvre une problématique qui est pour tous. Hein. Là, on s'aperçoit que c'est un Mzungu, mais je pense que c'est pas les clandestins ou que les Mahorais. Il y a une vraie problématique de structure d'accueil social. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition que vous pourrez suivre en rediffusion sur notre site l'infocoesi.fr et sur OM5. Dans quelques instants, retrouvez les nouvelles du temps pour la journée de demain avec Ornella Périne. Suivra juste après l'invité du temps de parole, Zaïdou, guide touristique. Il était ce matin au micro de Patrick Mian que vous retrouverez demain dans la matinale à 6h30. Notre correspondant Romain Chavanis sera en direct de la préfecture avec les femmes leaders. À 7h, la parole sera donnée à Fernando Darocha qui nous arrive de la métropole pour former les syndicats et qui a pu se rendre compte du travail qu'il reste encore à faire. À 7h30, les salariés de la Smart investiront le plateau à leur tour de Coesi pour expliquer la situation du port. Et enfin à 8h, Bakwali prendra le relais pour parler de sa tournée financée par la blonde mahoraise. Bonne soirée à vous sur KTV.